Mes chers amis, le Premier ministre de la France, notre camarade Jean-Marc Ayrault. Chers amis, chers camarades, cher Jean-Marc, c'est quel plaisir d'être ensemble, je dirais, en famille. Après ce magnifique printemps 2012 et puis 100 jours déjà de changement, 3 mois au service des Français. Jean-Marc, merci d'avoir choisi de t'exprimer principalement devant les jeunes socialistes. Et quand tu as fait cette invitation, tu as dit oui, moi je veux répondre aux questions de la jeunesse, mais quand je réponds aux questions de la jeunesse, je veux m'adresser à tous les Français, à tous les camarades socialistes. Parce que quand on parle de l'avenir de la jeunesse pour toi, on parle à toute la société en général. Alors c'est un plaisir. C'est un plaisir et un véritable honneur que tu nous fais de t'adresser notamment à tous ceux qui ont fait la campagne de François Hollande et puis une campagne pour donner une majorité au changement. On le sait, le président de la République, il a fait le choix de mettre la jeunesse au cœur de la campagne et toi, tu as fait le choix de la mettre au cœur de l'action de ton gouvernement. Le président de la République, il a même dit quelque chose de très simple. Il veut être jugé que sur un seul engagement, faire que ma génération vive mieux en 2017 qu'en 2012. C'est donc toute l'action du gouvernement qui est tournée vers cet objectif. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler que des mesures jeunes, parce que tu le sais très bien, les jeunes ils sont intéressés par le pouvoir d'achat, comment on fait face au chômage, comment on fait pour se payer une mutuelle, l'accès au logement. Et tu le sais surtout, que ma génération elle est exigeante, elle est impatiente, parce qu'elle s'est fait rouer de coups pendant 10 ans par la droite et que le pays est dans un sale état. Alors, avant de passer aux questions des volontaires, des militants, de ceux qui ont fait la campagne de François Hollande, est-ce que tu souhaites nous adresser à tous ici un message ? Merci Thierry, merci cher camarade président des jeunes socialistes. Et à travers toi, je voudrais saluer tous les jeunes socialistes, à travers Thierry Marchalbeck. Je voudrais vous dire un grand merci parce que j'ai participé, comme beaucoup d'autres, bien sûr notre candidat qui est devenu président, François Hollande, mais notre première secrétaire, Martine Aubry, mais beaucoup d'autres, à de tellement nombreux meetings et réunions publiques que partout je voyais les jeunes socialistes en premier, avec enthousiasme, et ils sont là encore, et pour moi, ça compte, et je voulais vous le dire du fond du cœur. Et puis bien sûr remercier tous celles et tous ceux qui, adhérents, sympathisants, partenaires aussi du Parti socialiste, que je salue, les dirigeants de partis avec lesquels nous sommes alliés en Parlement, à l'Assemblée nationale, pour former cette majorité. Mais juste un mot pour dire, on a peine à le croire d'une certaine façon. Je disais à Martine en arrivant, où en étions-nous il y a un an, mes chers camarades, mes chers amis. Bien sûr, nous avons tout fait pour réussir, mais nous avons réussi cette étape essentielle. Non seulement nous avons François Hollande, président de la République, ensuite nous avons fait la campagne des élections législatives ensemble, nous avons une majorité socialiste à l'Assemblée nationale, nous avons une coalition avec les radicaux de gauche et les écologistes, la gauche est majoritaire, c'est avec cela que nous allons maintenant transformer le pays et réussir le changement. Alors, je ne vais pas être plus long parce qu'il faut évidemment travailler ensemble et échanger ensemble à partir des questions que vous allez me poser. Mais tu as raison de dire que François Hollande a mis la jeunesse au cœur de son projet. Il en a fait la priorité. Mais au début, lorsqu'il a dit ça, certains se sont dit « mais alors, et les autres générations ?» Mais ce n'était pas le choix d'une génération contre une autre. C'est le choix de société qui est le nôtre. C'est-à-dire une société qui n'abandonne pas sa jeunesse, une société qui refuse de faire payer aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants, les charges de décision que nous sommes incapables de prendre. Eh bien, comme disait Jean Jaurès, le choix de la jeunesse, c'est un acte de confiance dans nos valeurs, dans celles de la République et du socialisme,
pour faire en sorte que justement l'avenir soit meilleur. C'est le mandat que nous avons reçu. Eh bien, c'est ça ce mandat que nous voulons répondre. Merci Jean-Marc. On va essayer de prendre le plus de questions possible. Donc s'il y a différentes questions, je crois qu'il y a une jeune camarade qui a fait la campagne qui souhaite poser une première question. Bonjour Jean-Marc, je m'appelle Laura, je suis militante à Toulouse. Je voulais tout d'abord te remercier d'être là parmi nous. Les jeunes socialistes sont particulièrement ravis de te recevoir aujourd'hui et cette fois-ci en tant que Premier ministre. Nous nous félicitons du changement qui est en train de se préciser, voilà, avec les différentes actions du gouvernement. Là, on est au lendemain des 100 premiers jours de l'action gouvernementale. Je voulais te demander quel bilan tu faisais de ces 100 jours, quelles perspectives tu souhaitais tracer avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale et quel sera le rythme des réformes. Je te remercie. Ce que je voudrais dire, c'est que tout le gouvernement, dès sa nomination, le 16 mai, moi j'ai été nommé Premier ministre le 15, le gouvernement a été installé le 16, nous avions une campagne électorale à faire et une majorité à donner au président pour mettre en œuvre son projet, tout en prenant les premières mesures sans attendre, ce que nous avons fait, qui étaient des mesures de justice, qui étaient des mesures d'exemplarité. Je ne vais pas toutes les rappeler, vous les avez en tête, mais c'était des engagements précis. Parce que je crois qu'il faut qu'on soit bien conscient d'une chose. Nous avons une double responsabilité. Et la confiance, c'est à nous de la créer, bien sûr, chaque jour, par la crédibilité, la cohérence de notre action, par la pédagogie de notre action, par les actes que nous allons engager. Mais c'est d'être à la fois capable de faire face aux urgences, aux injustices les plus criantes, aux attentes les plus fortes, et en même temps d'engager le changement en profondeur par des réformes essentielles pour inscrire notre action dans la durée. Moi, je défends une gauche durable. Je profite de cette occasion, non mais un instant que vous compreniez bien ce que je veux dire. Il y a des impatiences, elles sont légitimes. Vous savez, la droite gouverne depuis 10 ans. Depuis 10 ans jusqu'au 6 mai. Mais l'état du pays s'est profondément dégradé. Lorsque mon prédécesseur avait dit en 2007 « Je suis à la tête d'un État en faillite », mais qu'a-t-il fait pour améliorer la situation, si c'était vraiment le bon diagnostic? Il a augmenté la dette, il a dégradé les services publics, en particulier celui de l'éducation ou de la santé. Il a affaibli le pays, ils n'ont pas fait face. Et c'était sans doute en accéléré ce qui était le cas déjà depuis 10 ans. Mais en même temps, puisque l'attente est forte, puisque nous devons parer aux urgences, nous devons dire aux Français que la situation que nous trouvons est sans doute une situation des plus difficiles qu'aucun gouvernement ait eu à traiter depuis très longtemps. L'affaiblissement de la France, la crise de l'Europe et de l'euro, et les risques majeurs sur l'avenir de l'euro, avec tout ce que ça comporterait si par exemple nous abandonnions la Grèce, nous y reviendrons sûrement, mais aussi l'état du monde, la faible croissance, les dangers au Moyen-Orient, la situation en Syrie, la situation en Iran. Oui, nous sommes dans une période difficile et nous avons le devoir de faire face, mais en même temps de tenir au pays, aux Françaises et aux Français, un devoir de vérité pour réussir ce que nous ne cessons de dire et de répéter, qui était le leitmotiv de François Hollande dans la campagne, le redressement du pays dans la justice. Et moi, je veux qu'on réussisse ensemble ce redressement du pays. Alors, je ne veux pas être le Premier ministre qui, après avoir, dans la hâte, multiplié les décisions, sans avoir suffisamment réfléchi, sans avoir essayé de retrouver l'adhésion. C'est pour ça que nous avons utilisé cette méthode, notamment du dialogue social, de la conférence sociale. Parce qu'on ne changera pas durablement les choses en profondeur si on ne cherche pas l'adhésion, de partager le diagnostic sur l'état des faiblesses de notre société.
et en même temps de ne pas se résigner. Moi, je ne me résigne pas, mais je ne veux pas être, parce qu'on aurait fait des erreurs, parce qu'on aurait agi un peu au coup par coup, être dans quelques mois ou dans un an, le Premier ministre qui sera obligé de déclarer l'austérité. Je ne veux pas être le Premier ministre du tournant de l'austérité. Parce que qu'est-ce que c'est que l'austérité? L'austérité, on la voit dans un certain nombre de pays. C'est la baisse des salaires, c'est la baisse des pensions, c'est la destruction des services publics, c'est le licenciement massif de fonctionnaires. Ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est une politique qui est courageuse, qui est lucide, qui dit d'un côté, il faut maîtriser les déficits publics, mais en même temps, nous nous fixons des priorités. L'éducation avec la jeunesse, mais aussi le redressement productif, mais aussi la transformation de notre système éducatif. Rendez-vous compte l'état dans lequel il est. Un pays qui prépare l'avenir de sa jeunesse, c'est un pays qui investit, qui met d'abord le paquet dans l'éducation et d'abord dès l'école primaire. Et c'est ce que nous allons faire. Alors ça demande du courage, ça demande de la franchise, ça demande de la lucidité et donc il faut articuler mesures immédiates et réformes de structure. Je prends un exemple. Lors de la session extraordinaire du mois de septembre, nous allons avoir à l'ordre du jour 2 projets de loi. L'un qui concerne les emplois d'avenir, 150 000 emplois d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le chômage monte, la situation de l'emploi se dégrade, les premières victimes sont souvent les jeunes. Et donc, avant d'avoir réussi le redressement productif nécessaire, d'avoir pu bénéficier des résultats de l'investissement, de l'innovation, de la recherche, de la banque publique d'investissement, de la réforme bancaire qui doit permettre de mettre la finance au service de l'économie, eh bien, il ne faut pas attendre d'avoir ces résultats. Il faut agir dans l'urgence et créer les emplois d'avenir. C'est répondre à l'urgence. Négocier le contrat de génération, c'est répondre à l'urgence. Donc, il y a bien 2 niveaux de notre action. L'action immédiate, l'action de l'urgence et les réformes en profondeur. Préparer la rentrée scolaire, comme nous l'avons fait avec des mesures que nous avons prises pour créer des postes d'enseignants. Ça, c'est pour faire en sorte que notre rentrée ne soit pas une rentrée abominable. Mais je rappelle qu'en 5 ans, il y a eu 80 000 postes de détruits dans l'éducation nationale. Donc nous prenons des mesures d'urgence. Mais en même temps, nous engageons une concertation qui va se terminer à la fin du mois de septembre, qui sera traduite ensuite par un grand projet de loi d'orientation sur l'école. Et là, il va falloir beaucoup travailler, négocier, et notamment sur le rythme scolaire. Ça ne sera pas facile, il y aura des blocages, mais il faut savoir ce qu'on veut. Mais en même temps, il faut d'abord donner les signes de la confiance. C'est les mesures d'urgence. Puis il va falloir recruter des profs, il va falloir les former. Vous vous rendez compte ? Les professeurs, ceux qui sont chargés de former les jeunes, c'est les seuls métiers auxquels on ne forme pas. Eh bien ça, on veut l'engager. Ça demandera du temps. Mais on va le faire, chers amis. On va le faire et on va réussir. J'avais cru voir au départ, oui, voilà, il y a Mélanie des Alpes-Maritimes. Bonjour Jean-Marc, donc je m'appelle Mélanie, je viens de Nice. Je suis actuellement une étudiante boursière et je travaille pour financer mes études. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit sur une des priorités du gouvernement qui était la priorité donnée à la jeunesse, à notre jeunesse, et justement sur une promesse qu'avait fait François Hollande durant toute sa campagne, que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012, et c'est une promesse qui m'avait beaucoup touchée et marquée durant cette campagne. Et je voulais savoir où était justement la mise en place justement d'une allocation d'autonomie, des emplois d'avenir qui justement seraient plus pérennes pour nous permettre de rentrer dans la vie active beaucoup plus sereinement, où le mot justement avenir retrouve tout son sens, et justement pour que le changement s'effectue vraiment maintenant. Donc voilà, je voulais avoir juste votre avis et votre sentiment sur cette question. Alors évidemment, ce n'est pas facile ce sujet, parce qu'il faut trouver le bon point d'équilibre. Mais je viens de dire qu'il fallait agir vite, les emplois d'avenir. Le contrat de génération qui prend 1 mois de plus parce qu'il faut négocier avec les partenaires sociaux. Mais ils ont donné leur accord sur le principe. Ensuite, il y a les emplois du service civique qu'il faut continuer à encourager, qui est une expérience pour les jeunes extraordinaire. Et puis, il y a aussi tout le travail qu'il faut soutenir pour permettre aux jeunes de trouver des emplois en formation en alternance. Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est plus possible qu'un jeune fasse uniquement valoir ses relations quand il est lycéen ou étudiant et qu'il dit « je ne peux pas avoir de stage ».
rémunéré, je ne peux pas avoir de stage en entreprise pour réussir ma formation. Ce n'est pas acceptable. Ces choses-là doivent changer. Elles doivent changer, mais de notre côté, mais elles doivent changer du côté de l'éducation nationale et de l'université. Elles doivent changer aussi du côté des entreprises. C'est un nouvel état d'esprit. Il faut savoir ce que nous voulons, si nous voulons que la société avance et qu'elle ait confiance. Et concernant ce que tu as évoqué comme question, nous avons, avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Surazo, donc préparé les états généraux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette question sera posée. Comment faire pour donner, notamment aux jeunes étudiants, mais ils ne sont pas les seuls concernés, la question de l'autonomie. Évidemment, je le dis sincèrement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, sous condition de ressources. Nous sommes dans une période où, de toute façon, on connaît l'état des finances publiques. Après, ce sont des choix politiques qui doivent, à chaque étape, être marqués par le sceau de la justice. Sinon, rien ne sera possible. La justice partout, pour les jeunes comme pour toutes les générations. Je sais qu'il y avait aussi un certain nombre de camarades qui sont juste à côté de nous. Il y a Benjamin qui vient de Dordogne qui souhaitait aussi poser une question. Bonjour Jean-Marc. L'égalité a été au cœur de notre campagne et aujourd'hui au cœur de l'action de ton gouvernement et une des préoccupations majeures du président de la République. Comme l'ensemble des jeunes socialistes, je suis très attaché à l'ouverture du mariage pour tous et à l'homoparentalité. Et je voudrais savoir... Ma question est simple, Jean-Marc. Je voudrais savoir si en la matière, et je voudrais savoir, le changement, c'est pour quand? Merci. On a tellement dit, et François Hollande le premier, que le changement c'était maintenant, que je prendrai un risque énorme à vous décevoir, qu'on ne fera pas tout le premier mois, ni en 100 jours, mais on va le faire. Et au mois d'octobre, le gouvernement approuvera un projet de loi qui est déjà préparé, parce que ça ne se voit pas toujours, il va falloir peut-être qu'on le dise davantage, je vais l'expliquer davantage, et j'y prendrai ma part. Mais dès l'installation du gouvernement, la plupart des chantiers ont été ouverts, et celui-ci comme les autres. Eh bien, le gouvernement présentera un projet de loi qui est basé d'abord, tu l'as dit, sur le principe d'égalité, mais aussi de laïcité. Nous acceptons tous les points de vue des philosophies, des religions, ils sont respectables dans notre société. Mais ce qui détermine dans notre société républicaine et laïque la décision, c'est le vote des citoyens qui ont élu un président et qui ont élu des députés. C'est pour ça que je vous le dis, ce projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il permettra aux couples de même sexe qui le souhaitent, eh bien, de pouvoir se marier. C'est un engagement qui a été pris, je vous le dis ici, il sera tenu. Il permettra aussi de former une famille, d'adopter des enfants. D'ailleurs, il faut sortir de cette hypocrisie. Il existe déjà des milliers de familles. Ce qui compte, c'est le bonheur des enfants. Nous connaissons tous des familles où le mariage n'est pas possible et pourtant il y a des enfants et qui sont heureux. Alors pourquoi ne pas transformer cette situation en nous appuyant sur nos principes républicains d'égalité des droits? La gauche a toujours fait progresser l'égalité dans notre société. Alors il faut accepter le débat. Il faut accepter la confrontation avec ceux qui ne pensent pas forcément comme nous. Il ne s'agit pas de les mépriser, il s'agit de les respecter, mais de dire que, et de rappeler qu'il y a 30 ans, lorsque François Mitterrand a été élu président de la République, eh bien, il y a eu des votes, ce n'était pas le mariage pour tous, c'était même pas le Pacs, mais c'était déjà la suppression dans le code pénal de l'homosexualité comme un délit. Et c'est la gauche qui l'a fait, comme souvent. Et puis après, avec Lionel Jospin, cela fait maintenant 15 ans, il y a eu le Pacs qui a été considéré par certains, je dirais, comme une régression sociale par rapport aux valeurs de la société traditionnelle. Moi, je me souviens, parce que j'étais en première ligne, c'était pas facile, il y avait des résistances. On s'y est même repris à 2 fois, c'est pour dire. Mais on avait de la ténacité pour y arriver, et on l'a fait.
Mais je me souviens à quel point il y avait même de la violence, de la virulence, que nous ne connaissons pas aujourd'hui, où il y avait tellement de gens qui pensaient que c'était la fin de la société. Eh bien, aujourd'hui, même ceux-là ont reconnu que le Pax était un progrès. Alors, n'ayons pas peur de faire franchir une nouvelle étape au projet, au progrès. Donc, en 2013, le mariage et l'adoption seront ouverts à tous les couples dans notre pays. Bien, je peux t'assurer, Jean-Marc, ça va faire beaucoup d'heureux chez les jeunes de ma génération, et je le disais aujourd'hui à un journaliste, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont conscience d'à quel point le 6 mai à 20h05, il y a eu beaucoup de demandes en mariage dans notre pays. Je voyais quand j'ai passé la parole tout à l'heure à Benjamin qu'il y avait Mehdi derrière qui trépignait un petit peu pour demander à te poser une question, donc si on peut passer le micro à Mehdi. Bonjour Jean-Marc, déjà je tenais à te remercier de venir rencontrer les jeunes socialistes à La Rochelle, ça nous fait très plaisir de te recevoir et de t'accueillir. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les jeunes socialistes européens se sont réunis au mois de juillet en Croatie, où on a débattu sur l'Europe, on s'est formé là-dessus aussi dans les ateliers, comment avoir une Europe de l'emploi, de la justice et de la croissance. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question. Aujourd'hui, il y a des mesures d'austérité en Europe, par exemple en Grèce, en Espagne et au Portugal. Et je voulais savoir quelle politique pour une Europe de l'emploi, une Europe de la justice et de l'écologie. Voilà, merci. J'ai évoqué il y a quelques instants la situation dans laquelle se trouve à la fois notre pays, notre continent européen, mais aussi le monde. Et je pense qu'au moment où le monde change, je ne me parle pas seulement des risques que j'évoquais à l'instant, qui parfois angoissent nos concitoyens, qui ont peur de ce qui peut se passer, qui craignent des désordres, qui craignent un recul pour eux, pour leur famille, mais aussi pour leur pays. Non, je veux dire simplement que le monde change et que d'autres continents aujourd'hui veulent trouver leur place. Et c'est parfaitement légitime, que ce soit le continent asiatique, et je ne parle pas que de la Chine, mais aussi le continent américain, et je ne parle pas que de l'Amérique du Nord, bien entendu, de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, mais aussi l'Afrique, qui doit pouvoir trouver toute sa place. Donc ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui va continuer de changer, de se rééquilibrer. Et ça serait faire une très grave faute politique, je dirais presque une faute morale, que de laisser défaire ce rêve européen qui a été conçu après la guerre et qui a permis d'installer durablement la paix, mais aussi le progrès économique et social sur notre continent. Bien sûr, il y a eu la période de la guerre froide, et puis la chute du mur, et tout ça a bouleversé bien des données, et qui ont créé de l'instabilité, qui ont même mis le doute dans le projet européen, au point que dans certains pays montent les populismes, le racisme, l'exclusion, où le projet européen n'apparaît plus comme autant porteur d'espérance. Mais pour autant, c'est notre responsabilité, nous, de socialistes, qui avons toujours été des Européens convaincus, d'être à la fois lucides sur l'Europe, ses faiblesses, ses dérives, ses insuffisances, mais en même temps de ne pas laisser casser ce qui a été construit. Parce que là, face à l'histoire, justement, la jeunesse, ceux qui demain seront aux responsabilités, pourraient nous dire « vous avez cassé l'euro, vous avez cassé le projet européen. Au lieu de vous attaquer avec force, avec détermination pour changer les choses, alors oui, je vous le dis, il faut nous battre ensemble, sans état d'âme, même si nous avons légitimement des questions à poser, des débats à organiser pour sauver le projet européen et relancer l'avenir de l'Europe comme projet de civilisation. Mais je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé parce que je mesure bien les difficultés. Et notamment, le Parlement aura, dans quelques semaines désormais, à se prononcer sur le traité européen, sur le paquet croissance que nous avons obtenu. Il aura à se prononcer aussi sur une loi organique, une loi de programmation des finances publiques pour les 5 ans qui viennent. Je sais que ça soulève des interrogations et des débats. Certains disent « oui, mais le compte n'y est pas ». Mais mes chers amis, mes chers camarades,
toute la construction européenne a été une affaire de compromis successifs, d'étapes successives, d'avancées successives, où il n'y avait pas toujours ce que nous souhaitions. Et là, est-ce que tout ce que nous souhaitions, nous l'avons eu? À l'évidence, non. Mais est-ce que les lignes ont bougé? Moi, je vous dis que oui, les lignes ont profondément bougé, et c'est ça qu'il faut consolider. Je vous disais tout à l'heure, il y a un an, c'était encore la droite qui était au pouvoir. Nous n'étions pas sûrs de gagner l'élection présidentielle. Et ça a été une bataille, ça a été un combat. Ce n'était pas gagné d'avance. Ceux qui disaient Sarkozy, les fichus, les gens n'en veulent plus, c'est gagné d'avance. Comme si c'était, on allait gagner l'élection présidentielle en roue libre. Vous avez bien vu qu'avec le ton de cette campagne, en jouant sur les peurs, en jouant sur tous les populismes, en courant derrière le Front National, eh bien que les lignes se sont rapprochées, que l'élection présidentielle a été gagnée, que l'élection législative l'a été aussi, mais on sait que ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours un doute dans l'esprit d'une partie de nos concitoyens. Donc il faut faire face. Et je voudrais poser la question autrement. Où en serions-nous en Europe, même si beaucoup de problèmes sont devant nous, si François Hollande n'avait pas été élu président de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Les choses ont bougé parce que le peuple français a donné un mandat à François Hollande comme président de la République. Et quand, dès le 15 mai, je m'en souviendrai comme hier, puisque nous nous sommes quittés devant l'hôtel de ville de Paris après la réception de Bertrand Delanoë, où il recevait, comme c'est la tradition, le nouveau président de la République après sa prise de fonction. Le président de la République m'a dit « Voilà, j'ai signé ton décret de nomination et je pars à Berlin ». Et nous savions que la partie serait difficile. Et nous avons eu aussi des échanges avec nos amis sociodémocrates qui, dans cette affaire, nous ont bien aidés. Ils ont même, je vous le dis parce que peut-être qu'on ne le sait pas assez en France, les sociodémocrates allemands, en jouant avec nous la solidarité, ont été considérés comme traîtres aux intérêts allemands par une partie de la droite allemande. Eh bien, c'est ça aussi qui a permis de faire bouger les lignes. Et si le 28 et le 29 juin 2012, nous avons obtenu un pacte de croissance, si nous avons obtenu enfin la taxe sur les transactions financières que nous exigions depuis 15 ans. Nous l'avions même fait voter sous la majorité avec Lionel Jospin à taux zéro pour dire que nous voulions la taxe Tobin, mais jusqu'à présent, ça n'avait pas été possible. Eh bien, nous l'avons obtenu grâce au vote du peuple français. Et puis, dans la campagne présidentielle, mais aussi la campagne des élections législatives, nous avons dit qu'il fallait surveiller et dominer les banques. Nous avons obtenu l'union bancaire. Nous avons obtenu un mécanisme de supervision qui sera d'ailleurs sous la responsabilité de la Banque centrale européenne, banque centrale à laquelle nous voulons voir jouer un rôle de plus en plus important, et c'est bien la bataille suivante qu'il faut mener, et nous allons la mener. Mais nous avons aussi le mécanisme européen de stabilité qui n'est pas encore en œuvre, et qui justement est un mécanisme aussi de solidarité qui doit venir en aide aux pays qui ont plus de difficultés pour que les marchés financiers ne décident pas tout seuls de l'avenir des peuples européens. Tout cela, nous l'avons obtenu parce que nous avons eu l'élection de François Hollande, parce que nous avons une large majorité au Parlement. Alors maintenant, il s'agit de transformer cela par la voie législative, de dire oui à cette étape. Mais le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé a dit que la souveraineté n'était pas en cause, qu'il n'y avait pas d'abandon de notre souveraineté, qu'il n'y avait pas besoin de révision de la Constitution. Ça, c'est un point important pour nous. Ça veut dire que nous gardons les mains libres, mais que les engagements que nous les prenons pour les Français, et c'est la maîtrise de nos comptes publics, personne ne nous l'imposera, c'est parce qu'on ne peut pas vivre avec une dette, on ne peut pas la renvoyer aux générations futures, et la dette, tout l'argent que vous mettez dans la dette, ce n'est pas un traité qui nous l'impose, c'est parce que nous avons le devoir de la réduire, parce que la dette, c'est moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour l'investissement, moins d'argent pour les services publics, et donc notre devoir, c'est de la réduire de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir. Le débat dans le Parti socialiste, on me dit, est-ce que vous allez devenir un parti godillot, parce qu'avec Martine Aubry, vous avez signé une contribution. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, ça viendra dans quelques jours. Mais non, vous imaginez le Parti socialiste, parti godillot, vous? C'est un parti de débat. Le débat doit se poursuivre, mais on doit le faire en toute lucidité. Et moi, je vous invite à consolider la majorité parlementaire,
la majorité autour du président de la République. Pourquoi? Pas uniquement par esprit de discipline, mais parce que lorsque François Hollande, qui représente la France dans les sommets européens, arrive, et c'est pour ça que je vous faisais référence au 15 mai dernier, et c'était encore mieux le 29 juin, c'est que François Hollande, il arrive avec derrière lui une majorité de citoyennes et de citoyens pour son élection, mais aussi pour le Parlement. Et tout affaiblissement de cela, dans les discussions à venir, mettrait la France en situation plus difficile, alors qu'après l'élection présidentielle et législative, beaucoup de pays se sont tournés vers nous, où on dit on compte sur vous, on compte sur la France. Et c'est vrai, pas seulement des Grecs, pas seulement des Italiens ou des Espagnols, mais tous ceux, je parlais encore l'autre jour avec Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, qui dit « Heureusement que nous avons gagné, que vous avez gagné en France, parce que la discussion autour de la table européenne est moins difficile. » Alors je termine pour vous dire que ce traité, que s'il sera soumis au vote du Parlement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique. Ce n'est pas la fin. C'est une étape. Il faut qu'il y en ait d'autres. Je citais tout à l'heure le rôle que la Banque centrale européenne doit jouer. Je ne dis pas que nous avons gagné, mais c'est en train de bouger. Vous avez vu les déclarations du président de la Banque centrale. Il va falloir se battre encore. Il y a eu ce plan d'investissement, mais il faut qu'il y en ait d'autres. L'année prochaine et les années suivantes, on a devant nous de grands défis comme celui de la transition énergétique. Vous croyez que la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, seuls et les autres pays, pour pouvoir faire face à ce grand défi de la construction d'un autre modèle économique, social et environnemental? Eh bien, l'Europe doit porter cette ambition. Donc moi, je vous invite à être solidaire de la majorité et du président, non pas par seulement esprit de discipline, mais pour qu'on réussisse dans la durée notre combat pour la réorientation de l'Europe, qui est un des engagements de François Hollande à l'élection présidentielle. On va essayer de prendre encore un certain nombre de questions. Je vous dis des questions courtes, vives, comme ça on va avoir des bonnes réponses. Je crois qu'il y a Anne qui peut vous les poser une question. Bonjour, Anne de Montpellier. Alors aujourd'hui, tant pour les jeunes, qu'on soit en formation ou salariés, que pour les familles, c'est de plus en plus difficile de ne pas finir dans le rouge à la fin du mois. Alors on a vu l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire ou l'augmentation modérée du SMIC. Et moi je voulais savoir, qu'est-ce que vous allez faire de plus pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? Une des premières mesures que nous avons prises, je le rappelle parce que ça a tendance à être oublié comme si c'était quelque chose d'évident. Je disais tout à l'heure, mais si François Hollande n'avait pas été élu président de la République, nous aurions eu 12 milliards d'euros à cause de la hausse de TVA prélevés sur les ménages des classes populaires et des classes moyennes, et nous avons supprimé cela. Vous savez, je disais, la situation du pays est sans doute une des plus difficiles que nous ayons trouvées depuis longtemps. Nous avons des objectifs de redressement des comptes publics, je l'ai dit tout à l'heure, et il ne faut pas biaiser avec ça, tout en fixant les priorités, l'éducation, la police, la justice, la santé et l'emploi. Mais en même temps, le budget 2012, le budget 2013 est en préparation, il fallait améliorer les comptes publics à partir de la situation dont nous avions hérité, pour réduire à 4,5% de déficit. Nous avons pris des mesures. J'ai dit, on a supprimé une recette, puisque vient de supprimer la TVA, mais nous l'avons fait par esprit de justice, pour le pouvoir d'achat des Français. On nous a reproché d'avoir augmenté l'allocation de rentrée scolaire. Tu as dit, à juste titre, hausse modérée du SMIC, mais c'était un premier pouce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Nous l'avons fait de façon modérée, mais d'autres nous ont dit qu'on avait eu tort de le faire et que c'était anti-économique. Nous avons pris nos responsabilités. Et puis, vous savez bien qu'on aurait pu, pour équilibrer le budget 2012, faire appel à tout le monde. Eh bien non, nous avons décidé de préserver les classes populaires et les classes moyennes et de rétablir, par solidarité nationale, par effort patriotique, ce qui avait été détruit par l'ancienne majorité, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune qui avait été de façon indécente supprimé. Alors là, en cette rentrée, j'ai conscience des difficultés de beaucoup de nos concitoyens. Il faut leur dire aussi la vérité sur l'état du pays, c'est notre devoir, je l'ai dit. Il y a un travail qui est fait par Pierre Moscovici sur les tarifs
des carburants. Ce n'est pas facile. Et nous y reviendrons dans les prochains jours. Il y aura des annonces. Mais nous demandons aussi qu'un effort soit fait par les pétroliers, par les distributeurs. Mais cet effort, et je le rappelle parce qu'on l'a oublié, nous avons prélevé sur ces compagnies pétrolières 500 millions d'euros dès le mois de juillet 2012 parce que nous pensions que ces entreprises, ces groupes qui très souvent ne payent pas d'impôts en France, devaient eux aussi contribuer au financement de la solidarité nationale. Et nous l'avons fait. Après, il y a, concernant l'énergie, le gaz, l'électricité, sujet récurrent où à chaque fois on nous impose des hausses mécaniques. C'est pas facile parce qu'on dépend de contrats de long terme. Mais au-delà de ça, on ne va pas se résigner. Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, le président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, est en train de préparer une proposition de loi que je soutiens, qui est de mettre en place un nouveau système de tarification pour le gaz et l'électricité, avec un peu comme si c'était le téléphone, un forfait de base, et puis ensuite en fonction de la consommation, je dirais vertueux du point de vue écologique, eh bien quelque chose de progressif. Que plus vous consommerez, je ne parle pas du nombre de personnes dans une famille, bien entendu, on en tiendra compte, eh bien plus vous gaspillez en quelque sorte, et plus vous paierez. Nous allons mettre cela à l'ordre du jour du Parlement dans les prochaines semaines. Mais le pouvoir d'achat, mes chers amis, il faut être clair. Je voudrais revenir sur un point précis. On nous a dit, vous avez eu tort de supprimer l'exonération des cotisations patronales pour les entreprises de plus de 20 salariés, pour les heures supplémentaires et l'exonération d'impôts sur le revenu pour les heures supplémentaires. Ce n'est pas forcément facile à expliquer pour ceux qui en bénéficiaient. Mais je voudrais devant vous le dire et l'assumer totalement. Pendant 5 ans, les députés du groupe socialiste, de toute la gauche d'ailleurs, et des écologistes, ont combattu ces dispositions fiscales qui coûtaient 4 milliards d'euros aux contribuables français. Une partie des Français bénéficiaient de ces avantages, payés par tous les autres. Et payés comment? Par l'emprunt. Donc c'était une mauvaise mesure, mais c'est surtout une mesure anti-emploi. Parce que quand un employeur va bénéficier d'exonération, je parle encore des entreprises de plus de 20 salariés, de cotisations sur l'heure supplémentaire, et que cette heure supplémentaire lui coûte moins cher que l'heure normale, il n'a pas envie d'embaucher quelqu'un, donc c'était des dispositions anti-emploi. C'est pour ça que nous les avons supprimées. Alors concernant les salariés qui bénéficiaient de cette exonération, on va dire fiscale, mais ça dépend aussi de leurs revenus. Certains ne payent pas d'impôt sur le revenu, donc ils n'étaient pas concernés. Mais je voudrais quand même rappeler, parce que ce n'est pas dit, ce n'est jamais dit, il sera toujours possible de faire des heures supplémentaires si dans une entreprise il y a des besoins. Et ça sera toujours payé 25% de plus que l'heure normale. Donc il ne faut pas non plus mentir. La droite a essayé de faire croire qu'on avait supprimé les heures supplémentaires. La droite n'est pas un mensonge près. Ça va continuer, mais on est là, vous êtes là tous pour démentir et surtout rétablir la vérité. Mais je voudrais dire cela, tout cela, parce que la question du pouvoir d'achat, c'est aussi l'emploi. Dans l'éducation nationale, j'ai rencontré un certain nombre de professeurs qui m'ont dit, bon, on faisait des heures supplémentaires. Et qui m'ont dit, bon, c'était pour nous défiscaliser. Mais on comprend votre décision. Tous les syndicats, d'ailleurs, l'ont approuvé. Et l'avaient combattu, cette disposition. Vous savez pourquoi il y a eu plus d'heures supplémentaires dans l'éducation nationale? Parce que le gouvernement et la majorité précédente ont supprimé en 5 ans 80 000 postes dans l'éducation nationale. Et incapables de faire face aux besoins, ils multipliaient les heures sup, ils multipliaient les emplois précaires. Nous voulons des professeurs formés de qualité pour une éducation de qualité. Et par rapport au pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, c'est aussi de l'emploi pour les jeunes. Je pense aux emplois d'avenir, je pense aux contrats de génération. Il faudra bien les financer. Je l'ai dit, c'est une mesure d'urgence. Eh bien, les sommes que nous avons récupérées ne sont pas mises dans un trou béant. Elles sont mises au service de l'emploi. Voilà notre priorité. Et donc un jeune qui retrouve du travail, c'est aussi du pouvoir d'achat, mais c'est aussi de l'espoir pour lui, mais c'est aussi de l'espoir pour ses parents, pour ses grands-parents, pour tout un milieu social. Nous avons cette expérience avec les emplois jeunes de Lionel Jospin, et Martine s'en souvient très bien. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire, et mon devoir, c'est pour ça que j'ai pris ce temps pour vous expliquer sur les heures sup,
c'est d'expliquer à chaque fois ce que nous décidons. Il n'y aura pas de défausse de la part du gouvernement. On ne se cachera pas derrière nos petits doigts en disant c'est pas nous, c'est les autres. Les autres, c'est l'héritage. Mais ce que nous faisons, nous devons l'expliquer et l'assumer parce que si on veut être respecté, il faut aussi le courage de nos opinions et de nos actions. J'ai vu qu'il y avait 2 questions ici. Si ça te va, on peut prendre peut-être 2 questions en même temps. Donc, je crois qu'il y avait Axel et Clémentine. Donc, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez le faire. Vous pouvez vous... Bon, Axel d'abord. Oui, bonjour Jean-Marc. Je suis Axel de Brest et je suis très content de pouvoir poser une question à un camarade qu'on pourrait dire breton. Je voulais te poser une question à propos du non-cumul des mandats. Le Finistère a été une fédération à la pointe sur cette question. Ça a été un thème de campagne important de François Hollande. Et puis, tout simplement, les Français y sont très attachés. Alors, tout simplement, Jean-Marc, est-ce qu'à la rentrée, je rappellerai aux parlementaires l'exigence de ne plus cumuler avec un mandat exécutif local ? J'ai même pas besoin de répondre alors, si je comprends bien. Vous avez déjà répondu. Mais là, je vais répondre comme chef du gouvernement. Martine s'exprimera demain et je connais sa conviction par rapport aux engagements qui ont été votés par les militants. Moi, je considère que le vote des militants, c'est quelque chose d'important et j'estime, mais là je parle comme simple militant, que ça serait bien que ça soit respecté. Après, je ne vais pas faire, Axel, un débat sur la Bretagne, parce que tu sais, c'est un sujet passionnant. Mais d'abord, je parle comme Premier ministre du gouvernement de la France, donc je ne vais pas parler que de la Bretagne, même si ma mère est de Pontivy, donc nous voyons, on a quelques points communs. C'est pas loin du Finistère. Mais je connais aussi votre souci de modernisation du parti, de nos pratiques politiques. Et vous avez parfaitement raison. Je crois que dès le début, lorsque le gouvernement était installé, le président de la République s'y était engagé, nous avons voulu donner le ton de l'exemplarité. On ne peut pas demander des efforts aux autres si ceux qui ont des situations plus favorables ne donnent pas d'abord l'exemple. Ça vaut sur les comportements des responsables politiques. Ça vaut aussi pour les responsables économiques. Ça vaut pour ceux qui ont plus d'argent que les autres. Sinon, il n'y a aucune confiance, il n'y a aucun respect. Et pour un parti politique, ça vaut aussi sur le respect des engagements qui ont été pris devant le peuple français. François Hollande s'est engagé. Je connais sa conviction. Je la partage. Le gouvernement, lorsque la commission Jospin aura terminé son travail, à la fin du mois d'octobre, donc c'est dans peu de temps, il ne va pas se faire un débat pour savoir s'il faut ou non le non-cumul, puisque le non-cumul est dans les 60 propositions de François Hollande, en tant que chef du gouvernement. Je l'ai dit dans ma déclaration de politique générale, comme sur d'autres engagements, le gouvernement souhaite présenter un projet de loi pour qu'on mette fin au cumul entre un mandat parlementaire et tout mandat exécutif local, donc maire, adjoint, président, vice-président, département, région, intercommunalité. Je pense que... Alors bien sûr, il faudra préparer ce texte. Bien sûr qu'il faudra penser au statut des élus locaux qui conduisent des tâches souvent difficiles et exigeantes. C'est très important tout ça. Mais je suis convaincu que nos concitoyens, dans leur immense majorité, bon, c'est sûr, moi-même j'ai été député maire pendant longtemps, et on me disait, bon, on n'est pas pour le cumul, mais vous, c'est différent. Mais au bout d'un moment, cet argument ne tient pas. Je suis convaincu que c'est une opportunité pour donner de la respiration à la démocratie française et permettre à de nouvelles personnes, hommes et femmes, et nouvelles générations, d'exercer nos responsabilités à tous les niveaux. Voilà. Donc, Clémentine. Bonjour Jean-Marc, Clémentine, 21 ans.
J'ai été candidate aux élections législatives dans le Calvados. Et dans ma circonscription, il y a une filière qui se développe, c'est celle des énergies marines. Et je voulais avoir ton avis sur la transition énergétique et plus largement sur la fin du pétrole. Comme tu le sais, au mouvement des jeunes socialistes, on est très attaché à la question de la transition énergétique, mais lors de nos débats, on s'est rendu compte qu'on pouvait émettre quelques réserves. Est-ce qu'on peut craindre qu'à cause de la crise et des politiques qui ont été déjà menées, est-ce qu'on peut craindre de passer à côté de quelque chose ou de rater l'immanquable, que ce soit au niveau énergétique qu'au niveau économique? Merci. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure en parlant de l'Europe. Moi, je crois au contraire. La crise que nous traversons est aussi une crise de modèle. Et soyons lucides, y compris, je l'ai dit, par rapport au coût de l'énergie, particulièrement s'agissant du carburant. Mais là, je ne fais pas un cours de morale à ceux qui utilisent leur voiture, parce qu'il y a des tas de régions, de territoires où les Français n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc il faut partout, à chaque fois, ce que je disais tout à l'heure, des mesures transitoires ou des mesures d'urgence. Mais en même temps, il faut préparer les transitions. Et lorsque, avec Arnaud Montebourg, nous avons préparé le plan automobile, qu'est-ce que nous avons voulu privilégier? Nous n'avons pas mis une nouvelle prime à la casse, qui n'aurait rien réglé, qui aurait coûté très cher aux contribuables. Nous avons engagé un soutien à une mutation d'une filière industrielle qui est celle de l'automobile et qui est un des fleurons de notre industrie française et qui connaît des difficultés particulières, en soutenant justement les énergies renouvelables, ou en tout cas les moteurs qui n'utilisent pas les énergies carbonées, je pense à le moteur électrique ou encore au moteur hybride, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi avoir une politique qui favorise davantage les transports urbains ou périurbains. On a devant nous ce chantier. Il est immense, mais ne nions pas cette réalité. Le coût de l'énergie, la fin prévisible, pas demain matin, mais à un horizon qui est humain, des énergies fossiles. Donc notre capacité, notre intelligence, nos moyens technologiques, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens, tous ceux qui savent inventer, faire progresser la science, l'industrie, eh bien, doivent pouvoir être aidés pour qu'on investisse dans cette direction, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Delphine Batho, qui est là aussi, va animer, et le président va l'ouvrir, moi je vais la conclure, la conférence environnementale. Eh bien, on va parler de ces questions. Et il n'y aura pas de sujet tabou, y compris sur l'affaire des gaz de schiste. Moi, je n'ai pas de religion pour dire qu'il faut absolument, si on a de nouvelles technologies, aller chercher du gaz de schiste. Peut-être que notre conclusion nous dira que ça serait une erreur et qu'il faut au contraire investir davantage dans les énergies renouvelables et les énergies de l'avenir. Mais ça ne suffit pas d'investir dans les énergies de l'avenir. Il faut aussi investir dans l'efficacité et la sobriété énergétique. C'est pour cela qu'en ce qui concerne le logement, le président de la République s'y est engagé, le gouvernement va le réaliser, à faire en sorte que 1 million de logements par an fassent l'objet d'interventions pour diminuer la facture énergétique, isolation thermique, aussi bien dans l'habitat ancien que dans l'habitat neuf. La sobriété énergétique, ça vaut aussi pour les entreprises. Donc il y a certainement, mais ça c'est le travail du gouvernement. Et pourquoi je dis qu'il faut du dialogue? Pourquoi je dis qu'il faut de la négociation? Certains me disaient, encore ce matin, je ne parle pas des militants, mais certains journalistes, pourquoi vous n'êtes pas allés plus vite? Si je prends cette question que tu viens d'évoquer, crois qu'on peut aller plus vite pour avoir un accord entre les plus écologiques et les industriels? Vous croyez que ça se fait d'un tournement, par un simple décret? Mon objectif, c'est de transformer durablement le pays. Pour ça, il faut du débat, il faut provoquer de la discussion, de la négociation, de l'adhésion. Et lorsque cette étape est franchie, alors le gouvernement et le Parlement prendront leurs responsabilités. C'est la clé de la réussite dans la durée, mes chers amis. Mais il n'y aura pas de faiblesse en la matière. Vous voyez, l'autre jour, là, je parlais avec François Lamy de la politique de la ville,
Il faut qu'on revoie toutes nos règles du jeu, parce que là, on fait du saupoudrage. Bien sûr qu'il faut que l'ordre public soit rétabli partout où il est en cause. N'ayons pas de naïveté par rapport à ça. Mais en même temps, il faut aller travailler sur les causes de la misère, sur les causes du chômage, sur les causes de l'économie souterraine. Il faut faire preuve d'aucune faiblesse, mais en même temps aller travailler sur toutes les questions. Donc ça voudra dire qu'on va modifier des règles. On ne va pas continuer à distribuer les crédits partout, on va les concentrer là où il faut. Et je visitais l'autre jour justement un quartier où on avait rénové d'abord les logements, reconstruit des écoles, engagé des programmes d'insertion par le travail pour les jeunes. Mais on me disait les loyers ont augmenté à cause de la réhabilitation des logements qui méritaient cette réhabilitation. Oui, mais au bout du compte, parce qu'en même temps ont été entrepris des travaux d'efficacité et d'économie d'énergie, les charges ont baissé et le logement a été réhabilité sans que ça coûte plus cher pour les locataires. Ben voilà une politique écologiquement utile et socialement utile. Oui, alors, d'accord. Le micro est là-bas. Tout là-bas. Ah, c'est Clément, l'animateur fédéral de Paris. Bonjour, Clément de Paris. Enchanté. J'aimerais aborder la question des Roms, qui est une question qui n'est pas simple, mais qui est une question nécessaire. C'est une question qui provoque anxiété, peur, crispation au sein de la société française. Et de plus, c'est les parties les plus précaires, les plus fragiles de la société française qui sont confrontées à la question des Roms. Donc ma question est simple, Jean-Marc, puisque tu es Premier ministre, quelle sera ta politique en faveur des Roms? Alors la politique... Là, comme sur le reste, il faut tenir un langage de vérité. J'ai présidé cette semaine un conseil interministériel, il y avait, je crois, 9 ministres, pour arrêter la position du gouvernement concernant la question des Roms en France. Les Roms, je rappelle, ce sont des citoyens européens qui viennent principalement de Roumanie, mais de Bulgarie et un petit peu de Hongrie, mais surtout de Roumanie. Mais ce sont des citoyens européens. Et donc, ces pays font partie de l'Union européenne, et à la fin de 2013, les mesures transitoires qui les concernent seront supprimées. Il faut le savoir. Donc, libre circulation des personnes, droit de travail, etc. Bien. En attendant, il y a ces mesures transitoires. Et quand vous regardez la réalité, pas partout, mais c'est surtout dans les villes et autour des grandes villes, pas seulement à Lille, pas seulement à Lyon ou Marseille, mais aussi à Nantes. Donc je connais, quand j'étais maire, ça fait peu de temps, ces questions difficiles. Eh bien, souvent, on a assisté à ce qu'on appelle des campements, dans des conditions d'ailleurs déplorables, humainement et sur le plan sanitaire, illégaux sur des terrains utilisés de façon totalement illégale, sur des propriétés privées, souvent publiques d'ailleurs. Et les propriétaires, et particulièrement les communes, les intercommunalités, ont lancé des procédures pour qu'il soit mis fin à ces occupations illégales. Eh bien, je crois qu'il faut être clair. Nous ferons exécuter les décisions de justice. On ne peut pas, dans un état de droit, procéder autrement. C'est notre devoir de le dire et de le faire. Ce que nous avons décidé, puis il faut bien voir que si on laisse faire ces situations, ce sont des bidonvilles de façon hypocrite qu'on laisse s'installer. Et on ne peut pas accepter cela. Parce qu'on voit la situation des gens, ce n'est pas tolérable dans un état de droit et aussi par rapport aux valeurs de l'Union européenne, auxquelles nous adhérons. Et puis ensuite, nous savons que dans ces campements illégaux, parfois nombreux, il y a du trafic. Il y a des réseaux mafieux ou exploitation de femmes, d'enfants. Et lorsque j'ai rencontré l'association Rome Europe, juste avant le comité interministériel, je leur ai dit tout ça. Ils ont reconnu que c'était une question, que c'était notre responsabilité de la traiter. Ils nous demandent même de lutter contre les réseaux mafieux, ce que nous allons faire. Alors après, il y a la méthode. Lorsque un terrain est occupé illégalement, avant que la décision de justice soit prise, c'est-à-dire d'interdiction de cette occupation et que le concours de la force publique soit demandé, ça va parfois demander plusieurs semaines et plusieurs mois. Ce que nous avons convenu avec les ministres, une circulaire va être envoyée au préfet pour mettre à profit cette période pour essayer d'accompagner, de trouver des solutions et en particulier avec le monde associatif souvent très engagé. Donc c'est la méthode nouvelle.
Et par ailleurs, enfin, nous avons décidé, ça sera Bernard Cazeneuve qui va le faire, des discussions avec les gouvernements roumains et bulgares, parce que ce sont des citoyens de ces pays qui sont concernés. Et nous voulons voir avec eux ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes qui sont des citoyens de ces républiques à retrouver leur place dans leur propre société. Parce que c'est ça aussi la question souvent. Ces personnes ont été victimes pendant tant d'années de discrimination qu'elles ont tendance à partir, même si elles ne sont pas toutes encouragées par des réseaux mafieux, certaines le sont, mais pas toutes encore une fois. Donc ça fait partie des discussions. Puis enfin, nous voulons que cette question soit traitée à l'échelle de l'Europe et nous allons demander dans les prochains jours une réunion du Conseil européen, affaires générales, donc qui portera sur cette question. Donc, on ne met pas la tête dans le sable. On tient aussi à dire les choses, le rappel des principes de l'état de droit, une approche ferme, une approche légale, une approche humaine, une approche sociale, mais aussi une approche européenne où chacun doit prendre ses responsabilités. Mais il n'y a rien de plus facile de dire « Oh, vous n'êtes pas gentil, vous vous rendez compte ?» Mais il faut bien voir aussi que si on ne fait rien, si une décision de justice n'est pas exécutée, vous faites monter le racisme, vous faites monter le rejet de l'autre avec des populations des mieux intentionnées du monde qui au bout d'un moment n'en peuvent plus parce que ça n'est plus supportable. Eh bien, nous avons pris nos responsabilités, notre politique est cohérente, nous l'expliquons et surtout, nous allons la mettre en œuvre. Encore une ou deux questions? Très bien. Bon bah alors, Raled, qui est un militant de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Raled, j'habite dans un quartier, celui de Haute-Pierre à Strasbourg, et on y voit constamment depuis quelques années la situation s'y aggraver. Récemment, nous avons vu avec les événements d'Amiens un malaise entre la police et ses citoyens, et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut concrètement faire pour qu'il y ait une réelle relation de confiance et de sérénité entre les citoyens et sa police, notamment entre les jeunes et leur police, et mettre fin ainsi aux discriminations. Merci. Je crois que vous avez eu un atelier qui était consacré aussi à cette question ce matin, et je sais que Manuel Valls a expliqué ce qu'il fait comme ministre de l'Intérieur. Vous savez, la question de la sécurité, il ne faut pas que la gauche l'aborde toujours en s'excusant. Certains nous le demandent, mais moi je ne suis pas de cet avis-là. La sécurité, c'est un droit des citoyens, c'est un droit républicain. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, n'ayons pas peur de l'aborder en face, de traiter cette question. Et donc, l'état de droit, c'est ça aussi. Et quand vous fermez les yeux, alors vous prenez une énorme responsabilité. Et c'est vrai que si vous fermez les yeux sous les trafics, si vous fermez les yeux sous l'économie souterraine, alors vous n'êtes pas digne de la responsabilité d'État et républicaine que vous exercez. Parce que moi, je ne me résigne pas non plus. Alors, bien sûr, il y a toute forme de délinquance. Là, on parle peut-être plus précisément, puisque tu as fait référence aux événements d'Amiens. Mais il y a de la grande délinquance. Il y a la délinquance financière. Il y a les énormes fraudes fiscales. Il y a la corruption. On va lutter contre toutes ces formes de délinquance, mes chers camarades. Les paradis fiscaux. C'est ça une politique républicaine et cohérente, pas seulement pour une partie des Français. Mais si on veut qu'il y ait une confiance, il faut que la parole publique soit claire et courageuse. Et donc, l'autre jour, on a une discussion, y compris au Conseil des ministres, mais je ne veux pas dévoiler les débats du Conseil des ministres, c'est confidentiel, mais je vais en faire quand même une petite confidence. Lorsque nous avons évoqué la mise en place des zones prioritaires de sécurité, on a dit que, bien sûr, c'était la présence de la police, une nouvelle organisation de la police, plus proche du terrain, et pas seulement un escadron de gendarmerie ou une compagnie de CRS qui vient quand il y a un événement grave. Il faut que ce soit des policiers qui connaissent les gens. Et donc, dans la confiance avec la population que tu évoques à juste titre, un policier qui connaît le terrain, y compris par rapport au contrôle d'identité, il connaît les gens, donc il ne fera pas 3 fois le contrôle de la même personne. Donc je pense qu'il y a une confiance à installer dans la durée. Il y a sûrement des solutions à trouver, vous les avez évoquées, je crois, avec Martine encore aujourd'hui, et avec Manuel Valls, on en a discuté souvent. Mais je pense que le vrai enjeu, ce n'est pas la technique, c'est comment rétablir, là où elle a été
où elle s'est estompée, elle a même disparu, une confiance entre l'État républicain et ses services et la population, ou en tout cas une partie de la population, en particulier la jeunesse. C'est un vrai défi pour nous. Donc nous avons dit que l'approche de la mise en place de ces zones prioritaires de sécurité doit se faire aussi sous un angle interministériel. C'est-à-dire aussi bien avec la justice, le parquet sur le terrain, mais aussi avec la police judiciaire, la gendarmerie, mais aussi avec les travailleurs de la prévention, les éducateurs, mais aussi avec le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, de l'urbanisme, de l'habitat, du logement, des transports, de l'emploi, n'est-ce pas Michel Sapin? Parce que pour lutter contre, j'allais dire, une économie de substitution dans certains quartiers, qui est l'économie souterraine, il faut la combattre avec énergie, mais en même temps, il faut apporter des réponses qui remplacent cette situation, qui porte atteinte à la République et à sa cohésion. Et je vois que dans certaines villes, on fait un travail formidable. Je ne parle pas de mon expérience personnelle, parce que vous allez dire que je parle de moi, mais dans beaucoup de villes, les élus socialistes ont fait un travail extraordinaire. Et moi, je leur adresse un salut formidable, pas seulement socialistes d'ailleurs, leurs équipes ou d'autres mairies. Mais il y a aussi des villes, et je ne veux pas les citer ici, parce qu'on va me dire que je suis sectaire. Mais j'en parlais avec François Lamy qui a fait une visite il n'y a pas longtemps. Un quartier que je connais dans une ville, totalement à l'abandon. On n'a rien fait. On les a laissés depuis des années et des années. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas de salle pour les associations pour se réunir. Eh bien, cette politique-là, nous n'en voulons plus. Nous voulons changer les choses. Et ça peut se faire avec une volonté politique du gouvernement, mais aussi associée aux collectivités locales. Les plus grands plaisirs ont toujours une fin, donc est-ce qu'on peut prendre une ultime question? Parce qu'on me fait signe qu'il faut terminer, donc une ultime question de Clément. Bonjour Jean-Marc, donc Clément, je viens des Yvelines. J'aurais une dernière question en fait sur la fiscalité. L'impôt est au cœur, l'impôt c'est est l'outil principal pour la redistribution des richesses et du coup est au cœur des politiques qui sont menées à gauche. Du coup, en fait, on a entendu pendant la campagne François Hollande nous proposer la révolution fiscale. Du coup, en fait, voilà, vu que nous, on est jeunes, on a une dernière... excusez-moi, c'est un petit peu... on aura une dernière... en gros, la révolution, c'est pour quand? Merci Clément. Je ne sais pas si c'est la dernière question, enfin en tout cas pour aujourd'hui, hein, mais c'est la question, une grosse question, une question difficile. Mais là encore, d'abord nous avons agi tout de suite. Je vous l'ai dit, concernant la TVA, c'est un choix politique, c'est un choix social. Et puis l'impôt sur la fortune, un certain nombre de prélèvements sur les grosses entreprises. Là, nous préparons la loi de finances 2013, c'est plus difficile. Mais ça sera l'occasion d'engager la réforme fiscale de l'impôt sur le revenu, avec une tranche supérieure, la fin des niches fiscales, le plafonnement, mais aussi un impôt exceptionnel pour les revenus au-delà d'1 million. C'est un engagement qui a été pris. Je le disais tout à l'heure, c'est une question d'exemplarité et de patriotisme. Je suis surpris qu'on dise que c'est inacceptable et que c'est un prétexte pour quitter la France. Moi, je fais appel au sentiment patriotique de ceux qui aiment leur pays. Est-ce qu'ils sont prêts à faire un effort pour la France ? Voilà. Et puis enfin, Clément, je ne vais pas exposer là tout le projet, puisqu'il va faire l'objet d'arbitrage. Et bientôt, le Conseil des ministres adoptera le projet de loi de finances 2013 le 24 septembre. Donc on a encore quelques jours devant nous. Mais nous voulons arrêter qu'on privilégie la rente. C'est pour ça que François Hollande s'y est engagé, mais le gouvernement y travaille pour que l'impôt sur le capital, sur le patrimoine, ne soit pas favorisé par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc il faudra au même niveau, c'est l'esprit du projet de loi gouvernemental. Et puis, après, il y a d'autres chantiers à ouvrir. Il y a la fiscalité sur les entreprises, les grandes, les moyennes, les petites,
Il faut aussi favoriser l'épargne longue, celle qui favorise l'investissement. Vous avez vu que nous avons pris une mesure qui protège l'épargne protégée, le livret A, le doublement du livret développement durable. Le livret A, c'est pour financer le logement. Au fur et à mesure des besoins, évidemment, la progression de son volume augmentera. Pour l'instant, ce que nous avons décidé suffit à engager le programme de 150 000 logements sociaux qui va être mis à l'ordre du jour du Parlement dans quelques jours, mais nous ne nous interdirons pas d'aller plus loin. Et quant au livret développement durable, c'est pour financer les petites et moyennes entreprises. Nous avons décidé de le doubler, c'est effectif là dans quelques jours. Donc voilà les chantiers que nous avons ouverts. Il y en aura d'autres qui s'inscriront dans la durée. Alors ça va bousculer. On va essayer de nous culpabiliser. On va vous dire, vous allez faire fuir, vous allez pénaliser. Eh bien non. Nous pensons que la justice sociale et la justice fiscale n'est pas un frein au développement du pays, mais au contraire, un argument pour réussir sa mobilisation, réussir la transformation, réussir le changement. Parce que, comme l'avait dit François Hollande au Bourget, chaque nation a une âme, et l'âme de la France, c'est l'égalité. Merci. Merci Jean-Marc de tous ces mots, d'avoir pris le temps. Je tiens juste à te dire que les jeunes socialistes, et je pense que tous les socialistes, eh bien, ils seront là pour soutenir le gouvernement, pour faire face au conservatisme, à la finance, de dire tout simplement qu'on est là, qu'on est derrière toi, et si tu veux nous adresser un dernier mot pour fixer le cap. Merci. Merci à toi. J'ai été très heureux de cet échange. Bon, c'est toujours court, hein, mais en plus, il fait bon hein, dans cette salle. Mais je vous sens déterminé. Je vous sens heureux aussi d'avoir franchi ces étapes ensemble. Celle de l'élection présidentielle, celle de l'élection législative. Maintenant, nous devons réussir ensemble. Nous avons le devoir d'expliquer notre politique. Nous avons le devoir de l'ajuster lorsque c'est nécessaire, mais de garder le cap du redressement du pays. Et le gouvernement, comme le président, ont besoin de vous. Nous avons besoin, non pas simplement de dire et d'expliquer, c'est nécessaire, et je vous invite à le faire, mais nous avons besoin aussi de vous pour faire remonter les attentes du pays, les incompréhensions, pour ensuite donner les explications nécessaires. Vous avez un rôle en tant que militant, vous avez un rôle en tant que formation politique, d'élaboration aussi des étapes futures. Vous avez aussi une dimension européenne dans votre action. Les jeunes socialistes le font et je les félicite de continuer à le faire. Le Parti socialiste doit former aussi, avoir des débats avec toutes les couches de la société. Et puis je voudrais vous dire aussi une dernière chose. Pour réussir le changement, nous ne le ferons pas seulement tout seul en haut. C'est toute la société qu'il faut mettre en mouvement. Nous avons la chance immense, et certains nous en font le reproche, de diriger les mairies pour le plus grand nombre, de diriger les départements dans leur majorité, de diriger les régions aussi dans leur quasi-totalité. Il ne faut pas avoir de complexe, parce que ce font nos élus socialistes, avec nos alliés de la gauche et des écologistes. Ça a permis de préfigurer ce que nous étions capables de faire en France, en métropole comme en Outre-mer. Oui, mes chers amis, c'est un point d'appui considérable. Et quand nous aurons voté les lois pour la Banque publique d'investissement, quand nous aurons voté les lois pour mettre à disposition gratuitement des terrains pour le logement, les financements pour les 150 000 logements sociaux, je vous le dis, nous n'y arriverons pas seuls. Je veux passer un contrat avec les collectivités territoriales pour mettre en mouvement la société, les collectivités, les entreprises, les syndicats, les associations. C'est comme ça que la France retrouvera confiance en elle-même. Et moi, je voudrais terminer en vous disant aussi que la France est un grand pays, que c'est une belle nation et que trop souvent, on souffre de son affaiblissement, parfois de son déclin et de la perte de son influence dans le monde. La France, vous le savez, elle doit reconquérir une puissance économique, je pense au commerce extérieur, mais elle doit reconquérir une influence politique, une influence culturelle,
une influence morale par rapport à ce qu'elle est de meilleur, ce qu'elle a de meilleur, parce que la France pèse plus que le poids de son PIB, mes chers amis. Alors moi, j'ai confiance. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en vous, mais j'ai confiance aussi en la France. Nous allons réussir ensemble, redresser la France. C'est tout ça, c'est-à-dire la fierté d'être français.